Contrôle de police à Sarreguemines pour lutter contre l'insécurité routière. Mardi soir s'est déroulée une opération ciblée sur les conduites addictives. Les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants se sont avérés négatifs. Des élus régionaux à la découverte d'Optimum. L'entreprise sarregueminoise spécialisée dans les systèmes automatisés et dans la sécurité physique de locaux a accueilli une délégation de conseillers régionaux du Grand Est. L'occasion de leur montrer les investissements réalisés avec une participation financière de la région. Le Brésil débarque dans vos assiettes à Egelsart. Une restauratrice brésilienne installée dans le village y a créé une table d'hôte originale. Liliane Scheidler fait découvrir la gastronomie mais aussi l'histoire de son pays. La Tome des Brins, un fromage devenu 100% bio, ce qui a impliqué d'importants changements dans les méthodes employées au GAEC Meyer. Les 85 vaches laitières sont nourries exclusivement avec des productions de l'exploitation agricole. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on plongera dans les archives municipales de Sarreguemines. Marie Morgan y a passé une journée en immersion pour vous faire découvrir le métier d'archiviste. On commence cette émission avec un sujet qui est particulièrement d'actualité, la lutte contre l'insécurité routière. Après l'affaire Pierre Palmade, les opérations de contrôle se poursuivent et s'intensifient sur l'ensemble du territoire français. Mardi soir, c'était à Sarreguemines, au carrefour Robert Schuman, que la police nationale a procédé à une opération ciblée sur les conduites addictives en présence de Dominique Laurent, sous-préfète de l'arrondissement. Résumé de l'opération dans ce reportage de David Orès. Vous avez les papiers du véhicule s'il vous plaît? Assurance, carte grise et permis de conduire. Carrefour Robert Schuman à Sarreguemines. Mardi soir, les policiers de la circonscription ont réalisé une opération de contrôle de sécurité routière. Une présence policière qui pousse les conducteurs à plus de vigilance et une action médiatisée à laquelle a participé la sous-préfète de l'arrondissement. Depuis sa prise de fonction en juillet 2022, c'est sa première sortie officielle sur ce type d'opération. Elle est venue encourager les forces de l'ordre qui donnent de leur temps et qui, au lieu d'être chez eux ce soir, sont là nuitamment pour veiller à notre sécurité et montrer aux administrés qu'ils sont là et que la sécurité routière, ce n'est pas que dans les livres. Presque tous les jours, il y a un contrôle quelque part dans l'agglomération de Sarreguemines. Bon, je peux vous rendre vos papiers, monsieur. On va vous remettre en circulation. Des contrôles réalisés par la police ou la gendarmerie. Cette fois, c'est la police. Une opération ciblée sur les conduites addictives, autrement dit la consommation d'alcool ou de stupéfiants au volant. En 2022, 210 contrôles d'alcoolémie ont été réalisés à Sarreguemines. 41 étaient positifs, auxquels s'ajoutent 12 contrôles positifs aux stupéfiants. Il y en a, ils peuvent prendre le volant sous stupéfiants, sous alcool, et après c'est à chacun de juger si c'est bon ou pas bon, quoi. De la cocaïne, du cannabis et autres, qui, dans un accident gravissime dont je me souviens, ont permis à un jeune sérieux par ailleurs, mais sous stupéfiant, de doubler tranquillement ligne continue en côte, et il a tué une famille de 4 personnes. Alors vous allez souffler jusqu'à ce qu'ils vous disent d'arrêter les efforts. Vous verrez déjà. On arrête les voitures aléatoirement. On contrôle les papiers classiquement et en fonction des jeux ou du comportement, on effectue en complément un dépistage salivaire pour voir si les personnes ont consommé des stupéfiants et éventuellement de l'alcool également. Donc ça c'est aléatoire en fonction de ce qu'on constate. Pour Manuel, ce sera le dépistage de stupéfiants via test salivaire. Il insère et tourne un tube dans sa bouche jusqu'à disparition du marqueur. Un contrôle qu'il prend avec philosophie. Pour éviter ce qu'il y a, avec ce qu'il y a eu de trucs à Palmade là, je pense que ça serait bien que tout le monde soit conscient de ça. Je fais attention, c'est le principal. Je fais pas qu'attention à moi, je fais attention aux autres surtout. C'est la moindre des choses. Une dizaine de minutes plus tard, le résultat tombe, négatif. Manuel peut reprendre la route. Les forces de l'ordre ont poursuivi leur opération au rond-point de la Rotterspitz. Au total, 30 véhicules et 33 personnes ont été contrôlées avec 4 dépistages d'alcoolémie et 5 de stupéfiants. Ce soir-là, aucun n'était positif. Les élus régionaux en visite sur le territoire. Une délégation de conseillers de la majorité était hier à Sarreguemines avec une étape dans l'entreprise Optimum. Le gérant, Éric Hartnagel, a présenté la société dans ses moindres détails. Cette visite a permis aux élus de constater la réalité du terrain. Reportage de Thibaut Desmerlet. L'entreprise Optimum est en plein développement. Les élus régionaux se sont rendus dans ses ateliers et bureaux pour découvrir son activité et ses équipements. La société sarregueminoise possède une cinquantaine de clients, majoritairement français.
Elle conçoit des systèmes automatisés, mais s'occupe aussi de la sécurité physique de locaux. Les conseillers se sont déplacés pour être au plus proche de la réalité du terrain. C'est-à-dire, à travers notre présence, la région est à l'écoute des entreprises. C'est dans l'idée justement de les accompagner dans leur développement et puis de permettre aux autres élus des territoires de voir ce qu'on fait de bien chez nous, ici à Sarreguemines. Optimum emploie plus de 46 personnes et est en pleine croissance. Elle dépassera les 6 millions de chiffres d'affaires cette année. Mais ce n'est pas sans avoir quelques difficultés. Les difficultés qu'on rencontre sont des difficultés de recrutement, de formation et aussi de difficultés d'approvisionnement. C'est sûr que ça pèse sur nos trésoreries. Donc c'est important qu'ils soient au courant des difficultés du terrain. Optimum investit plus de 200 000 € chaque année. Elle a déjà pu bénéficier de 2 aides de la région, une enveloppe de 100 000 € entre 2018 et 2021 et une seconde de 89 000 €. Mais l'accompagnement se fait aussi dans d'autres domaines. C'est un peu paradoxal que des entreprises aujourd'hui qui ont des marchés en face soient ralenties, pas seulement par les difficultés d'approvisionnement qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi et surtout par des difficultés de recrutement. Donc nous avons à travailler ces questions. On est en plein dans les champs de compétences régionales. L'entreprise sarregueminoise investit aussi dans la recherche et l'innovation. Elle a récemment développé l'application Digisphère, une plateforme web qui permet de gérer les analyses de risques sur un parc de sites sensibles. À présent, coup de jeune à l'église. Depuis mi-janvier, les peintres de la société Hornberger s'occupent de l'église d'Altorn. Un chantier qui consiste en une remise en peinture de tout l'intérieur de l'édifice religieux. Murs, voûtes et plafonds ont eu droit à une nouvelle couche. Un coup de neuf qui va gommer plusieurs fissures qui sont apparues avec le temps. Pour le moment, l'intérieur est encore truffé d'échafaudages. Le coût des travaux s'élève à environ 35 000 €. Le conseil de fabrique d'Altorn, à l'origine du dossier, y participe en finançant 5 800 €. L'État subventionne au titre de la DETR à hauteur de 11 800 €. Le reste sera à la charge de la commune de Götzenbrück. On reste dans le Pays de Bitche avec un nouveau concept de table d'hôte qui vient d'être lancé à Eggelsart. C'est une Brésilienne vivant dans le village qui a décidé de partager sa culture à travers la gastronomie. Les maîtres mots sont convivialité et voyage. Emilia Zell est allée à la rencontre de Liliane Scheidler, la créatrice de cette table d'hôte. En regardant dans nos assiettes, on se croirait presque au Brésil. Mais nous sommes en plein cœur du Pays de Bitche. C'est grâce à Liliane Scheidler, brésilienne fière de ses racines, qu'on peut déguster ces plats typiques du Brésil. Elle arrive pour la première fois en France en 2009 pour réaliser ses stages dans la restauration. Elle a travaillé à Larnsbourg avec Jean-Georges Klein, puis dans de nombreux autres grands restaurants du Grand Est. Liliane vient récemment d'ouvrir sa table d'hôte un peu spéciale. Je pensais, pourquoi pas faire une table. Mais je voulais faire une table d'hôte différente. Je voulais présenter le Brésil et retourner aussi à mes origines et aussi à ma formation de base qui était en cuisine. Après, parce que j'étais bien connue dans la région en salle. Avec cette table d'hôte, vous ne plongez pas seulement dans la gastronomie brésilienne, mais aussi dans l'histoire du pays à travers les différents plats, expliqués par la maîtresse de maison. Pendant la Deuxième Guerre, les Japonais se réfugiaient au Brésil pendant et après la guerre. J'ai toujours accueilli des gens chez moi. J'adore ça. J'adore accueillir les gens. Et ça me permettrait de connaître les gens, connaître un peu la culture française, comprendre aussi. Parce que quand nous sommes en pays, il ne faut pas voir les choses juste pour tes yeux. Il faut s'installer. C'est un concept qui plaît aux grands comme aux petits. J'aime bien, ça nous fait découvrir de nouvelles choses. Écoutez, c'est un tout nouveau concept, on n'avait jamais goûté la nourriture brésilienne et franchement nous sommes très surpris, c'est vraiment très goûteux, très distingué, vraiment de très bonne qualité. Et les produits sont aussi de très bonne qualité, on le sent dans le plat, dans tout ce qu'on a dégusté jusqu'à présent. Je me suis laissé embarquer par ma femme qui m'a dit qu'il fallait qu'on essaie ce concept-là et c'est vrai que c'est enrichissant parce que tous les plats sont expliqués par Liliane, elle nous parle de son histoire, de l'histoire des plats, de l'histoire des produits et non, c'est une belle expérience. Je trouve que c'est bien et que j'ai jamais goûté autre chose que les repas français, du coup je préfère les repas brésiliens que les repas français. Liliane peut accueillir chez elle de 4 à 12 personnes, mais pas de panique, si vous êtes plus de 12, elle propose également de venir jusqu'à vous.
On est souvent amené à vous parler des fermetures d'enseignes, mais il y a aussi des magasins qui ouvrent. Illustration à Sarreguemines, au 6 rue de Verdun, où Angélique Kiffer a ouvert le magasin indépendant Kira Collection. Il propose toute une gamme de vêtements féminins qui peuvent convenir à un public très divers, allant de la petite fille âgée de 4 ans jusqu'aux femmes qui s'habillent du 34 au 56. Les habits mis en vente viennent de toute l'Europe et notamment de France. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre de Vincent Meyer à Tentlein-et-Brun. Avec son associé et ses 3 employés, il s'occupe de 85 vaches laitières. Depuis quelques années, il est passé à une production 100% bio, ce qui implique des changements conséquents dans sa méthode de production. Immersion signée Maxime Lefebvre. Pour Vincent Meyer, la journée commence aux aurores. Dès 6h30, il est auprès des 85 vaches laitières de son exploitation. Sa journée type démarre le matin par la traite des vaches, donc on est souvent 2 ou 3 à s'occuper du troupeau. La traite elle dure assez longtemps parce qu'on est obligé de bien nettoyer les triangles vu qu'on fait du fromage, donc il faut faire très attention à l'aspect sanitaire. Et ensuite on a des réparations, de l'entretien du matériel, des bâtiments, des soins aux animaux quand il y a une vache qui boite. C'est aussi la grosse période des mises bas. Donc il y a pas mal de veaux qui laissent à ces moments-là. Et puis le soir, on reprend de nouveau le même train-train, on repart de nouveau à la traite et on rentre en général vers 19h30. Voilà. Dans sa ferme d'Hébrun, qu'il tient avec sa sœur et 3 employés, il s'occupe au total de 170 bêtes, avec une attention particulière pour les jeunes veaux, très sensibles aux maladies et aux virus après leur naissance. Une fois adultes, chaque animal est capable de produire en moyenne 6000 litres de lait par an. Le lait, c'est la principale activité de la ferme. On produit aussi des céréales, un petit peu de pommes de terre et puis du maraîchage pour un magasin de vente direct qu'on a chez nous. Mais le lait chez nous en partie est transformé à la ferme. On a une fromagerie. Christiane, ma sœur, donc elle est fromagère de métier. Et elle travaille dans cette fromagerie avec ma sœur. Et moi, je m'occupe de la commercialisation avec Pascal ou Christiane aussi. Parmi les produits phares de l'exploitation, la Tome d'Hébrun, ici en phase d'affinage. L'entreprise de Christiane et Vincent Meyer a été labellisée Qualité Moselle et récompensée par le prix de la production locale de proximité. Il y a 7 ans, l'exploitation a pris le virage de la transition vers le bio, un choix éthique sans regret. On a pris la décision de changer de cap parce que le conventionnel ne me convenait plus. C'était ça mon problème, ça me déplaisait qu'à chaque problème, à chaque souci, il y avait une solution de traitement, d'engrais, ou il y avait une solution chimique qui était derrière. Aujourd'hui, on ne l'a pas, cette solution-là en bio. C'est ce qui rend le métier plus attrayant, c'est ce qui rend le métier plus excitant. Une décision non sans conséquences pour le fonctionnement de la ferme. Le système du bio vous pousse un petit peu à être autonome. Enfin, il faut qu'on soit autonome, sinon on ne s'en sort pas correctement. Parce que les produits d'achat de l'extérieur sont très très chers. Donc il faut qu'on se débrouille pour avoir assez de quoi nourrir nos vaches et de tourner en circuit fermé dans nos exploitations. Donc ce qui fait qu'on produit aujourd'hui beaucoup moins de céréales qu'on faisait avant en conventionnel. On a remplacé cette surface de céréales par des surfaces en herbe ou des surfaces fourragères. Et on cultive de l'herbe aujourd'hui, du trèfle, de la luzerne, du dactyle, des raigras, des choses comme ça, pour nourrir notre troupeau. L'objectif aujourd'hui pour Vincent Meyer, c'est de faire disparaître les clichés qui collent à la peau des éleveurs bio. Quand on pense bio, on pense produits chers. Et qu'aujourd'hui, c'est tout à fait abordable. Chez nous au magasin, c'est facile parce qu'on n'a pas d'intermédiaire, donc on essaie de couper la poire en deux. On y gagne, les clients y gagnent aussi, tout le monde est content. Et on peut manger bien, du bon, du bio pour pas trop cher. La Tome d'Hébrun est en vente dans la boutique de Vincent et Christiane Meyer, ouverte le vendredi et le samedi. Dans un instant, vous allez pouvoir découvrir le métier d'archiviste en visitant les coulisses des archives municipales de Sarreguemines. On jette juste d'abord un œil aux prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, est-ce que vous sauriez me dire où a été prise cette photo ?
Un petit indice, c'est un des quartiers de Sarreguemines. Et oui, il s'agit bien de celui de Neunkirch et un autre indice se cachait juste derrière moi. Mais il faut avouer qu'on reconnaît plus facilement Neunkirch à son église emblématique qui était l'église principale de Sarreguemines jusqu'en 1802. D'ailleurs, ce quartier a été rattaché à la ville de Sarreguemines en 1964. Mais avant ça, c'était un village à part entière. Et sur cette fresque murale, le beau temps est figé, mais ce sera également le cas pour demain. Le ciel sera toujours un peu nuageux, mais ça n'empêchera pas le soleil de briller. Côté température, les minimales iront de -1 à -2 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Guénolés et il fera jour de 7h13 à 18h20. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Grâce à votre magasin Château d'Axe à Sarreguemines, allez au bout de vos envies pour un style japonisant, industriel, moderne ou contemporain. N'hésitez pas à visiter notre magasin pour découvrir notre large gamme de canapés, mais aussi de fauteuils, d'objets déco, de tables basses et de luminaires. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Musique Good Deal. Le 11 mars, le CFA-BTP de Montigny-lès-Metz vous invite à sa journée portes ouvertes. Trouvez la formation qui vous convient dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Contactez-nous pour plus d'informations. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. OR Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OR Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. Ce samedi à 19h sur Mosaïque Cristal, le Sarreguemines Football Club se déplace à Sarrebourg pour la 16e journée de championnat de Régional 1 au Miris. Après les 6 buts encaissés au match aller, l'équipe de Sarrebourg aura peut-être à cœur de prendre sa revanche. Ce sera donc aux faïenciers de confirmer leur domination sur le terrain. Un match à suivre en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Retrouvez un nouveau numéro du Cadre, votre émission artistique. Cette semaine, je reçois de nouveau une artiste spéciale. Elle est envoûtante. Son répertoire, c'est la chanson française. Elle s'appelle Joëlle Mansuy. J'ai des histoires d'amour sincère. Je plane sur des musiques apollinaires. D'Allemagne, le romantisme est plus violent. Les violons jouent toujours plus lent. Les valses viennoises ordinaires. Ah oui, Lily Marley, reparlez-moi des roses de Gothique. Oh, qui m'accompagne dans l'autre Allemagne, à l'heure où collant des vautours s'éloigne. De quel côté du nuit la frontière reçue? Pour retrouver ce numéro en intégralité, le rendez-vous c'est mardi sur Mosaïque Cristal. Pour le moment, il est temps de retrouver Marie-Morgane Pires en immersion. Ce mois-ci, elle s'est rendue aux archives municipales de Sarreguemines pour en découvrir le fonctionnement et surtout pour en savoir plus sur le métier d'archiviste. Quelles sont ses missions au quotidien? On découvre tout ça en images. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en immersion
Aujourd'hui, je me trouve devant le bâtiment des archives municipales de Sarreguemines. Nous allons donc découvrir le métier d'archiviste. Je vais tout de suite rejoindre le directeur, Charel Baudet. Suivez-moi. Charel Baudet, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui pour en savoir plus sur votre métier d'archiviste. Donc ici, on se trouve dans la partie qui est accessible au public, c'est ça? Tout à fait, c'est ici la salle lecture, là où on communique les documents aux lecteurs. Notamment, il y a deux parties, c'est-à-dire il y a la partie la bibliothèque généalogique pour tous les généalogistes qui cherchent à établir l'arbre généalogique, justement. Et ici, une partie de la bibliothèque historique qui est juste une petite partie, étant donné qu'en total, on a plus de 46 000 titres accessibles au public. D'accord. Et donc vous, votre quotidien, il s'articule comment? Quelles sont vos principales missions ici en tant qu'archiviste et en tant que directeur aussi des archives? Alors, en quelque sorte, l'archiviste, souvent perçu comme le vieux historien dans son coin, certainement un petit tweed avec les vieux papiers, dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. On peut articuler les missions de l'archiviste sur les 5 C, c'est-à-dire je conseille les services producteurs, je collecte les documents pour agrandir nos fonds, je classe, je conserve, j'assure la conservation pérenne, et puis pour les lecteurs notamment, je assure la communication de ces documents, que ce soit pour les recherches historiques, généalogiques ou administratives. Donc là, par exemple, si je suis un particulier, je veux venir aux archives, comment ça se passe? Comment je vais être accueillie? Voilà, en gros, les archives sont accessibles partout, tout le monde peut venir et peut s'inscrire sous simple présentation d'une carte d'identité. Donc en gros, comment ça se passe? C'est pour venir aux archives, voilà, vous êtes accueilli par ma collègue qui gère l'accueil. Vous indiquez qu'est-ce que vous cherchez, nous on vous accueille, on vous conseille, on vous aide dans votre démarche, dans vos recherches. Par contre, c'est juste que nous, on n'assure pas la recherche. Les lecteurs sont autonomes, eux, ils vont eux-mêmes consulter les documents. Nous, on aide, nous, on met à disposition. Quels sont les documents qui sont accessibles au public ici? Tous les documents qui viennent aux archives sont accessibles au public. Il y a juste quelques restrictions, notamment les délais de communicabilité concernant la protection de la vie privée, secret délibération, secret médical. Par exemple, le secret médical assez fort, étant donné qu'on ne peut que communiquer des documents 125 ans après la date de naissance de la personne. Et donc là, on voit, c'est seulement une petite partie des archives. Il y a plein d'autres salles, c'est ça? En effet, en gros ici, c'est la salle de lecture, on a une partie de la bibliothèque, mais les archives proprement dites, eux, sont dans les magasins en bas. Vous m'avez dit, ici, on retrouve près de 46 000 documents, c'est ça? C'est 46 000 documents concernant la bibliothèque. Pour les archives, on a environ 1700 mètres linéaires. Pour savoir qu'est-ce que c'est un mètre linéaire, c'est comme si on prendrait ce qui couvre les boîtes sur un mètre, c'est-à-dire en quelque sorte ici, si on mettrait tous les boîtes archives dos à dos, on irait sur 1700 mètres. Ok, et donc elles sont toutes stockées dans des boîtes comme ça, c'est pour la conservation? Exact. Là, c'est les archives anciennes, c'est-à-dire ceux qui sont avant la Révolution. Et là, c'est notamment des boîtes qui ont une très bonne caractéristique, qui répondent à des normes de conservation, c'est-à-dire ils sont anti-poussière, contre le choc, et ils ne sont pas de carton acide qui détériore les documents à l'intérieur. Et je vois ici une sorte de thermomètre, c'est ça? Oui, c'est un thermohygromètre parce que à la fois il mesure la température et il mesure aussi l'humidité ambiante. En gros, c'est pour pouvoir contrôler la température et l'humidité qui ont des facteurs soit de conservation, soit peuvent dégrader les documents dépendant où on se situe.
Est-ce que c'est important justement de faire attention à la conservation de ces documents? Justement, c'est une des missions principales des fameux 5C, assurer la conservation ad vitam aeternam pour toujours de ces documents-là. C'est-à-dire, voilà, l'idée c'est que dans 1000 ans, ils sont toujours là. Qu'est-ce que vous avez apporté comme document là? Là, il s'agit du cartulaire de Jacques Rode qui était repris par Lemfried, un autre archiviste de l'époque allemande en 1890. Et c'est justement en fait, la porte d'entrée pour tous les archives anciennes, tout ce qui est charte, tous les actes constitutifs de la ville. Et on le voit, c'est un document en allemand. Vous en avez beaucoup, j'imagine, en plus ici à Sarreguemines, des documents en allemand? Oui, ça fait partie de tout ce qui est les archives anciennes, voire modernes, c'est-à-dire tout ce qui est jusqu'au XVIIIe siècle, où il y a le français qui est de plus en plus présent. Et puis, évidemment, à partir de la période de l'annexion, en 1870, à la fin de la Première Guerre mondiale. Est-ce que pour être justement archiviste ici à Sarreguemines, il faut avoir la maîtrise de l'allemand, c'est important? C'est plutôt pratique. Mais voilà, en gros, l'archiviste, après, il faut comprendre, l'archiviste n'est pas l'exploitant des documents. Il gère les documents, mais il n'est pas en l'exploitant. Moi, à la limite, je n'ai pas forcément besoin de comprendre. Ouais. Par contre, je ne veux pas vous mentir, ça aide sacrément quand il faut le décrire et ainsi de suite. Mais vous n'allez pas l'étudier ou ça, c'est le travail des chercheurs. Moi, je le mets à disposition et j'assure qu'il est encore là dans 50 ans, 900 ans. Donc là, on vient de voir un petit peu comment sont conservés les documents très anciens. Là, on a des documents plus contemporains, donc comment se passe leur conservation? C'est la même chose? Oui, c'est juste que le matériel, le conditionnement est adapté aux documents, c'est-à-dire on a une autre volumétrie, on a d'autres caractéristiques du document, du papier, pas forcément du parchemin ou autre chose. Et là, on voit il y a un peu un carton qui est un peu détérioré, c'est ça? Il a vu des meilleurs jours. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous participer au reconditionnement, c'est-à-dire on va tout simplement monter des cartons et puis insérer les documents dans leur nouveau carton. Avec plaisir, c'est parti. Donc ici, on est dans la partie des archives plus contemporaines, c'est ça? Tout à fait. Et donc, l'une des missions des 5C, on y revient, c'est aussi de collecter. Donc, vous continuez finalement toujours de collecter de nouvelles archives? Tout à fait. En gros, il y a à la fois le conseiller, nous, les archives ont une fonction support pour le reste de l'administration, c'est-à-dire nous, on est les spécialistes de l'information, c'est-à-dire nous, on va conseiller les différents services, quels documents il faut garder, combien de temps ça a une valeur juridique. Après, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que il y a le côté patrimoine gère très concrètement la gestion des archives, c'est-à-dire il y a des archives qui ont une utilité patrimoniale, historique, que ce soit voire que ce soit pour les valeurs, des raisons administratives, juridiques, on doit les préserver. Ou si c'est le cas contraire, il y a une procédure qui permet d'éliminer les documents qui n'ont pas d'utilité ni administrative ni historique. C'est pour éviter ce qu'on appelle aujourd'hui l'infobésité, parce que au moment trop d'informations tue l'information aussi. Donc nous on collecte, on garde ce qui a un intérêt administratif, juridique, historique.
Donc ça va être les registres d'état civil, les délibérations de conseils municipaux, ce genre de choses? Entre autres. Donc là, ce sont les archives municipales de Sarreguemines. Est-ce que vous collectez quand même des documents des communes alentours ou ça reste vraiment Sarreguemines? En gros, en France, il y a différents types d'archives. Donc, il y a les archives nationales qui collectent tout ce qui est ministère et ainsi de suite. Il y a les archives régionales qui les services de la région, départementales, les services départementaux et déconcentrés de l'État. Et puis les archives municipales et maintenant aussi Interco. Chacun a son périmètre d'action. C'est-à-dire moi, je collecte que ce qui vient des archives publiques produites par l'administration, mais également tout ce qui a un rapport qui contribue à l'histoire, à la connaissance de Sarreguemines, son histoire, des personnalités. Je voulais parler un petit peu de votre formation. Comment vous êtes arrivé à ce métier? Vous disiez de base vous êtes historien, c'est ça? Oui, comme quand même beaucoup, j'avais dit à un moment que l'archiviste n'est pas historien. C'est en quelque sorte vrai, mais dans les faits, beaucoup d'archivistes, pas tous et de moins en moins, il y a beaucoup qui viennent de droit ou d'informatique. On est quand même beaucoup qui ont minimum une licence en histoire. Donc moi aussi, je fais pas exception à la règle. J'ai commencé en tant qu'historien, j'ai fait une licence master en histoire, je continue même en thèse, mais je suis justement là où je me suis rendu compte que j'ai fait un petit bifurcation dans le champ professionnel, justement. Je me suis réorienté vers les archives, donc j'ai commencé à travailler un peu dans les différents services d'archives. Et par contre, pour être archiviste en France, il faut une formation spécialisée, c'est-à-dire je suis retourné à la fac et là j'étais à l'université de Haute-Alsace, à Mulhouse, qui a un master archive où j'ai fait encore un master en plus pour être archiviste. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de justement vous consacrer aux archives? C'est aussi un peu paradoxal avec ce que je viens de dire avant. C'est à la base, justement en tant que chercheur, je me suis, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, c'est vraiment vrai, je me suis vraiment éclaté dans les services d'archives. Je suis allé, j'étais le mec qui commence à sourire bêtement parce qu'il est trop heureux à travailler avec les documents. Et du coup, paradoxalement, quand je suis venu commencer à travailler dans le service d'archives, c'était vraiment le côté administratif. On ne travaille pas avec les documents anciens. Et je me suis dit, ah non, c'est justement ce qui me plaisait à la base, parce que le côté aussi avec les archives numériques, ça va vraiment me plaire et tout. Et finalement, c'est ce qui me plaît de plus en plus et qui me motive au quotidien. Comme dans beaucoup de métiers aujourd'hui, il y a des évolutions technologiques, il y a des évolutions numériques. Est-ce que ça a un impact justement sur votre métier d'archiviste? Tout à fait. En fait, pas tout à fait. C'est à la fois, oui, très fort, et à la fois, non, pas du tout. En fait, je m'explique. Oui, en effet, l'archivage, en fait, les documents quand les différents services ont sur l'ordinateur sont aussi des archives. Tout document produit dans le cadre des fonctions du service, de la personne ou le service, sont des archives publiques, peu importe le support, l'âge, s'il s'agit de papier, de données numériques, et ainsi de suite. Mais le fondement du métier ne change pas. Les questions restent les mêmes. Je me pose la question, comment j'assure la pérennité des documents, que ce soit numérique ou papier, les questions sont les mêmes. Comment je vais les communiquer, comment je vais les collecter. C'est juste que le format même des archives, des documents numériques pose des questions. Par exemple, la pérennité du format. Est-ce que dans 50 ans, on peut encore lire un document PDF? Comment réussir à éviter qu'à un moment, par exemple, vous avez un document où vous dites, disons Windows 95, un vieux document d'avant 2000, vous laissez l'ouvrir. Avec Windows 16, bonne chance. Et du coup, c'est justement ces questions-là, ou voir avec le support. À l'époque, il y avait la tendance de mettre beaucoup sur des CD pour archiver. Mais aujourd'hui, vous mettez ça dans un ordi d'aujourd'hui, un disque qui a 20 ans, il y a une forte chance qu'il n'affiche plus rien.
Donc finalement, ce sont un peu les mêmes problématiques que pour les Exactement. archives papier. C'est les mêmes problématiques, même si l'approche change un peu. Alors j'avais une dernière question. Je voulais savoir, vous, qu'est-ce qui vous plaît finalement dans votre profession où on l'a vu tout au long de la journée, il y a finalement plusieurs activités. Donc qu'est-ce qui vous motive au quotidien? C'est justement cette polyvalence du métier, parce que c'est un métier très très polyvalent. Vous touchez un peu touche à tout. Vous touchez à la fois, enfin en quelque sorte, on pourrait dire, le matin, j'ai une réunion avec les services informatiques pour parler sur la sobriété numérique, organiser l'information, les arborescences, la signature électronique et tout ça. C'est tous les sujets qui me concernent. Puis à midi, je pars dans les couloirs et puis il y a des collègues qui me disent « Ah, mais Charles, qu'est-ce que j'ai ces documents-là? Qu'est-ce que je fais avec? Quel est leur cycle de vie ?» Moi, je réponds à ça. Et puis le soir, il y a une conférence sur Sarreguemines au XVIIIe siècle et je participe aussi. Il y a vraiment une panoplie de sujets et de tâches qui sont au quotidien. C'est à la fois quelque chose qui, je suis au bureau, des tâches intellectuelles, puis des tâches plus manuelles, gestion des magasins, monter des boîtes. Et c'est vraiment un métier extrêmement polyvalent. Vous ennuyez jamais. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer parce que vous faites tout. Donc finalement, c'est un métier qui est très riche. Et donc, Charles, je voulais vous remercier de nous avoir accueillis pour cette journée. Avec grand plaisir. De nous avoir accueillis dans les archives, finalement, dans les coulisses des archives municipales de Sarreguemines. Et je vais vous laisser poursuivre votre activité. Merci beaucoup. Merci pareillement. Merci pareillement. Au revoir. Et voilà, cette émission est à présent terminée. J'espère que comme moi, elle vous aura permis d'en apprendre plus sur le métier d'archiviste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.